Soyez bénis et merci encore une fois d'être Lumière du Monde Télévision. Vous êtes à iDécryptage, le plateau consacré exclusivement à décrypter l'actualité africaine et internationale sur votre télévision. Ce jour, 3 sujets à la une. Le Tchad domine l'actualité africaine depuis la mort du président maréchal Idriss Déby Itno. Le pays vit une incertitude provoquée par la crise de succession qui oppose le CMT, le comité militaire de transition, les rebelles du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad et l'opposition politique. 100 jours à la tête des États-Unis d'Amérique, quel bilan faire des 3 mois de la gouvernance du démocrate Joe Biden? Nous en parlerons sur ce plateau naturellement avec nos consultants. Et puis au Malawi, les autorités déclarent la peine de mort inconstitutionnelle. Cette décision a-t-elle un rapport avec la foi chrétienne du président pasteur Lazarus Chakwera? Nous décrypterons tous ces sujets naturellement sur ce plateau de iDécryptage avec nos consultants. Dr Bangali, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à nos téléspectateurs. Nous sommes très heureux encore une fois de vous recevoir sur ce plateau. Joie partagée. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'université, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurignon Guédé de Daloa. C'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, la zone du cacao, c'est cela? N'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup, docteur Bangali. Bonjour, docteur Samuel Maté. Bonjour, Franck. Docteur en économie et conférencier international, fondateur de la Fondation pour l'entrepreneuriat à 0 francs. À 0 francs, ça c'est un autre débat aussi. Hein. Ouais. Merci infiniment, cher consultant, d'être sur ce plateau. Et nous démarrons cette émission après le décès du président maréchal Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans au Tchad. Le pays est plongé dans l'incertitude. Son fils Mahamad Idriss Déby a pris les rênes du pays et préside désormais le Conseil militaire de transition, une prise de position ou alors une prise de pouvoir qui suscite colère, indignation et manifestation dans le pays. L'Union africaine s'est rendue à N'Djamena, objectif mener une médiation pour le retour à l'ordre constitutionnel et à la démocratie. Image, et on en parle sur ce plateau. L'Union africaine décidée à apaiser la situation au Tchad. Une mission de médiation de l'organisation continentale est arrivée jeudi à N'Djamena avec l'objectif d'obtenir des garanties de la junte militaire sur la place et le pouvoir accordés aux civils et sur le respect d'une période de transition de 18 mois maximum. Le rapport de cette mission permettra à l'Union africaine de se mettre d'accord sur une position unanime, alors que la situation au Tchad divise les pays du continent depuis la prise de pouvoir du fils de l'ancien président Mahamat Idriss Déby. Le chef de la junte militaire a fait procéder à des dizaines d'arrestations depuis le début des manifestations contre le nouveau pouvoir. Plus de 700 personnes doivent être entendues après les violents affrontements avec la police. Ces jeunes, en majorité, sont accusés de destruction de biens publics et privés, troubles à l'ordre public ou encore coups et blessures. L'opposition et la société civile avancent un bilan d'au moins 8 morts. Voilà, selon la constitution tchadienne, en cas de vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale prend les rênes du pays. Dans ce cas de figure, le Tchad, on va dire, n'a pas, suivi ces recommandations constitutionnelles. Qu'est-ce que pourrait donc expliquer le choix des autorités tchadiennes dans ce contexte, docteur? Ce qui pourrait expliquer, c'est qu'il y a une sorte de vide qui a été bien organisé par les officiers de l'armée, qui avaient bien sûr à l'idée de faire main basse sur le pouvoir. Alors la première version qui a circulé, c'est que le président de l'Assemblée nationale, Haroun, son nom échappe, Haroun Kabadi avait décidé de se désister de sa fonction de dauphin. C'est la première version qui a circulé. On n'avait pas jusque-là entendu sa version à lui, puisque cette version qui a circulé, c'est par le biais de la prise de parole des officiers de l'armée qui ont annoncé en même temps qu'il y avait un intérim militaire qui allait être assuré. Alors, depuis le mercredi passé, il a organisé une réunion avec l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont produit une déclaration officielle. Dans la déclaration, il confirme effectivement qu'il s'est désisté. Et il a justifié cela par le contexte militaire qui est quand même un contexte d'affrontement. On rappelle que le président
seraient morts pendant des combats. Et donc aujourd'hui, un affrontement entre l'armée tchadienne et puis la rébellion du FARC. Donc c'est un fait, il y avait un contexte particulier. Mais ensuite, dans la déclaration, il dit que c'est vu ce contexte-là qu'il a décidé de faire preuve de lucidité afin de donner son accord pour la proposition de rentrer dans une transition militaire. Ça suppose que la proposition de passer la main aux militaires n'est pas venue de lui, puisqu'il dit qu'il a donné son accord à une proposition. La proposition est venue de qui? On n'a pas la réponse. Est-ce que la proposition lui a été présentée de sorte qu'il ait l'impression qu'il pouvait dire non? Parce qu'on peut te faire une proposition, tu peux dire non. Alors donc, et là, on n'a pas la réponse à tout cela, mais pour moi, j'estime que, vu qu'on a fait un régime de type autocratique, tenu par des militaires, mais en plus qui prend des allures monarchiques de père en fils, il est clair que le clan Déby a exercé des pressions pour qu'il ne se prévale pas de son droit constitutionnel. Docteur Maté, c'est votre point de vue. Le président de l'Assemblée nationale a-t-il été influencé par le CMT pour céder le pouvoir? Ben, écoutez, Franck, je pense que c'est un lâche, au fait. C'est un? C'est un lâche. D'accord, docteur Maté, allez-y. Ben, écoutez, ce sont des gens comme ça qui sont les fossoyeurs de l'Afrique. Et demain, ils vont s'asseoir pour nous écrire de gros livres et expliquer pourquoi il n'y a pas la démocratie en Afrique. Mais c'est une question de choix. Et quand on vous place à ce niveau de responsabilité en tant que président de l'Assemblée nationale et que vous savez très bien qu'il y a des textes qu'il faut respecter, vous les respectez. Est-ce qu'il avait le choix? Et je pense qu'on a toujours le choix. On a vu non, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, quand je dis on a toujours le choix, ça voudrait dire simplement qu'on a la possibilité de dire non et de se faire tirer dessus. Mais tu auras eu le temps de dire non. Donc, ce que je voudrais dire par ici, c'est que s'il avait fait une déclaration très rapidement pour dire « je prends mes responsabilités », il allait mettre le pouvoir à porte-à-faux. Et il allait au moins avoir un certain soutien, ce qu'il n'a pas fait. Et parce qu'il a donné trop facilement, est-ce que vous voyez? Et ce qui va plonger et moi je l'accuse d'être le responsable de tout ce qui va arriver après. Parce qu'en prenant ce poste, il était conscient des implications de ce poste. On ne peut pas, et c'est en ce sens que je ne suis pas d'accord avec mon collègue, je suis d'accord avec lui sur son analyse, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur cette question de choix et cette question de dire que lucidité, ce n'est pas de la lucidité, c'est de la lâcheté. Donc, de se dire qu'il a eu la lâcheté de pouvoir ne pas aller se défendre. Mais regardez aux États-Unis, regardez en France, mais le chef des armées, c'est un civil. Les États-Unis ont fait plusieurs guerres, c'est vrai. Certains vont me dire on ne va pas comparer, etc. Mais le problème est là. Ce n'est pas parce qu'il y a un militaire qui est le président que ça va vous faire gagner la guerre. On est en train de le voir, que les rebelles sont en train de les mettre en difficulté à certains niveaux. Donc le fait ici est que tous les arguments qu'il a avancés, pour moi, ne tiennent pas. Ah, donc pour vous, ce n'est pas de la lucidité, c'est plutôt de la lâcheté. C'est de la lâcheté. D'accord. Alors, est-ce que justement cette instauration du CMT, le Conseil militaire de transition au Tchad, démontre la faiblesse des institutions tchadiennes? Oui, mais c'est clair. Parce que qu'est-ce qui vient de se passer encore? Ce qui vient de se passer, c'est ce qui s'est passé au Togo. Quand le Gnassingbé père est décédé, on l'a remplacé par le fils. Et c'était le même schéma, puisque la constitution togolaise disait que c'était le président de l'Assemblée nationale, en ce temps, Nachaba Ouattara Fama, qui devait prendre le président pour faire les élections au bout de 45 jours. Le même schéma s'est produit. Mais lui, il a eu le courage. Il était en France quand le père Gnassingbé est décédé. Il a eu le courage de revenir pour tenter de prendre le pouvoir. On a interdit à son avion de se poser au Togo. On a fait poser l'avion au Bénin et ils ont fermé la frontière. Donc, voilà un peu. Et c'est la même chose qui s'est passée au Gabon. Est-ce que vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à respecter nos institutions en Afrique, docteur? On a du mal à respecter nos institutions parce qu'elles sont là juste pour la forme, en réalité. C'est vrai qu'il y a une constitution au Tchad, il y a des institutions, mais ce sont des institutions de façade. Je vous donne un exemple très simple qui s'est joué à la face du monde entier et qui a été un peu choquant à l'époque. En 2018, lors de l'investiture du gouvernement de son 5e mandat,
il y a une cérémonie qui est organisée. Vous parlez du Tchad? Du Tchad, on revient au Tchad. Okay. Donc, il y a dans la Constitution la formule pour prêter serment au nom de Dieu, je jure, et tout ça. Et la veille, juste quelques jours avant la veille de cette cérémonie-là, Idriss Déby et 3 de ses conseillers spirituels qui sont des musulmans décident de changer la formule, ça devient plutôt au nom de Allah Tout-Puissant. Le problème, c'est que le jour J, il y a 2 femmes ministres qui sont chrétiennes. Oh oui. Et donc, la première arrive pour prêter serment. Elle refuse de répéter au nom de Allah Tout-Puissant parce que le Tchad est un pays laïque, d'abord, multiconfessionnel. En plus, elle est chrétienne. Donc, elle ne peut pas régner de cette façon sa foi en direct à la télévision. Donc, sur le champ, coup de colère, elle est déchargée de son portefeuille ministériel à l'instant, remplacée par le chef d'état-major qui était juste venu pour assister à une cérémonie. Il repart avec son titre de chef d'état-major plus un titre de ministre. Mais puisque la cérémonie, il y avait toute la diplomatie européenne dans la salle, donc ça créait... la vidéo est encore sur Facebook, pardon, sur YouTube pour ceux qui veulent regarder. Donc ça créait un remue dans la salle. Du coup, quand ils arrivent à la deuxième... La ministre de l'Enseignement, c'est ça, non? Bon, son ministère, je n'ai pas retenu. La deuxième, quand elle arrive, qu'elle doit prêter serment, on lui souffle que oui, tu peux dire cette fois-ci au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est plus neutre. Donc finalement, ça illustre un peu le fait que dans nos différents pays, tout est ramené, centralisé sur la personne et les convictions, les préférences, la personne du président. On a bâti, effectivement, comme le disait le discours d'Obama au Ghana, la paix qu'il a lancée aux États africains, a bâti plutôt des institutions fortes au lieu des hommes forts. Et donc au Tchad, ils ont choisi de faire le contraire, de bâtir des hommes forts. Et la preuve aujourd'hui est là avec le fait que Idriss Déby soit remplacé par son fils. Parce que tout le système a pour cœur la personne d'Idriss Déby. Donc quand il meurt, tout de suite, il fallait le remplacer par son clone, son parfait clone, c'est-à-dire une copie conforme. Il a eu le même parcours que son père, il a les mêmes faits d'âme. Ans, comme son père. Absolument, vraiment, c'est sa copie conforme. Parce que justement, c'est ça qui fait tenir le Tchad. C'est un homme orchestre, un homme fort. Et malheureusement, c'est le cas en Afrique parce que la plupart des pouvoirs, parce que le contraire d'un pouvoir institutionnalisé, c'est un pouvoir patrimonialisé. C'est-à-dire le genre de pouvoir où, disons que le pouvoir d'État est devenu comme la chose privée. Au lieu d'être un locataire de la présidence, le président de la République devient comme le propriétaire de la présidence. Alors, est-ce que c'est tout cela qui explique le soulèvement de la population, surtout de la jeunesse tchadienne? Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol quand le président du Tchad, Idriss Déby, a été au pouvoir pendant 30 ans. Et après 30 ans dans le classement IDH de l'ONU, le Tchad arrive 187e sur 189. Quand même. Alors qu'on sait que le Tchad est un pays producteur de pétrole. Alors qu'on sait que le Tchad exploite des gisements d'uranium. Et donc, quelque part, il y a un certain ras-le-bol. On a envie de changer parce qu'il arrive au pouvoir, il met en avant le fait que le pays est déstabilisé, les pouvoirs se succèdent, il y a à chaque fois des rébellions. Donc, lui, il met l'accent sur la sécurité. De ce côté-là, il a vraiment réussi à rétablir une certaine sécurité. Mais est-ce que vaut vraiment une paix vécue dans la misère et dans la faim? On va profiter pour déjà anticiper. Quel bilan faites des 30 ans de gouvernance d'Idriss Déby? Les 30 ans de gouvernance d'Idriss Déby sont là aujourd'hui devant nous. Quand vous mourrez et qu'après vous, on tutoie le chaos comme c'est le cas aujourd'hui. Parce que pendant ces 30 ans, il a mis l'accent à construire une armée. Aujourd'hui, l'armée du Tchad est dans le top 100 des premières armées au monde, pas seulement en Afrique. Alors, mais en même temps que vous êtes dans le top 100 des plus puissantes armées et je crois dans le top 20 des plus puissantes armées en Afrique, vous vous retrouvez à la 187e place sur 189 du point de vue en tout cas parce que l'IDH est un indicateur un peu plus en termes de bonheur qui inclut en même temps l'économie et puis les lois sociales et tout ça. Donc en termes d'institutions, vous êtes pratiquement avant-dernier. C'est un bilan qui n'est pas du tout éloquent. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui au Tchad, c'est un peu la même chose, un peu au Gabon. Il y a 70% des Tchadiens qui vivent dans les villes. Ça veut simplement dire que tout le monde a fui les campagnes. Alors que, généralement, c'est dans les campagnes qu'il y a une certaine économie informelle qui emploie la majorité de la population active. Ça veut aussi dire que si 70% des Tchadiens vivent en ville, c'est qu'ils font venir tout de l'étranger. La nourriture, tout absolument vient de l'étranger. Et donc, c'est clair qu'il y a un échec du point de vue économique, une réussite au niveau sécuritaire, mais un échec du point de vue économique. Votre point de vue sur le bilan des 30 ans d'Idriss Déby Itno à la tête du Tchad? J'ai pris ça ici.
D'accord. Ah bon, d'accord. Donc, on explique ça. Ok. Bon, au fait, je regardais ça à deux niveaux. Le bilan sécuritaire et le bilan économique. Le bilan économique, je m'en vais dans le même sens que mon collègue. C'est un bilan désastreux. Et quand les jeunes se sont soulevés, je pense que c'est plus, parce que j'ai été au Tchad à plusieurs reprises. Ma fondation a un bureau au Tchad. Et le fait est qu'au niveau économique, le Tchad, aujourd'hui, le Tchad a 66% de taux de pauvreté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quand dans la rue vous marchez, sur 3 personnes, il y a 2 qui n'ont pas mangé ce jour-là. C'est ce que ça veut dire. Sur 3 personnes que vous rencontrez dans la rue au Tchad, 2 n'ont pas à manger sur la journée. C'est ça que ça veut dire. Et comme l'a dit mon collègue, après 30 ans de pouvoir, pour un pays pétrolier, c'est pas sérieux. J'avais voulu lui donner quand même plus que 0 au niveau sécuritaire, mais il ne m'a pas laissé le choix que de lui donner 0 au niveau sécuritaire. Tout simplement parce que, pour moi, la réussite... C'est l'une des meilleures amies quand même. Non, il faut laisser Afrique, ça. Dans le monde, comme l'a dit docteur. C'est du papa plein, c'est du 0. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose, la réussite, c'est dans la pérennité. On dit que vous avez réussi quand vous avez construit un système, quand le système est pérenne après vous. On dit quand vous avez réussi au niveau sécuritaire, et là j'emprunte à mon collègue, pour dire que quand on enlève l'homme, le système est stable. Mais là, on ne l'avait même pas encore enlevé qu'on a eu des rebelles. Et dans les discussions et ce qu'on a lu sur son décès, il y a eu tellement de versions. Dans une des versions récentes, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il est parti au front avec le conseiller technique français. Il est parti au front avec le conseiller technique français, dans une des versions. Et ensuite, mais il a été établi que plusieurs attaques du FACT, des rebelles, ont été repoussées à cause de quoi? À cause de l'armée, de l'avion, de l'armée française qui a bombardé les rebelles. Ce qui reste à vérifier aussi. Hein. Non, ça c'est un fait, ça a été dit. C'est un fait. Ils sont appuyés par la France. Oui, ils sont appuyés pour la France. Une expertise aérienne. Quoi, oui, une expertise aérienne. Donc c'est pour ça que je lui ai donné cette note. D'accord. Alors, à la lecture donc j'allais dire, quelle lecture faites-vous plutôt de la position de la France dans cette crise tchadienne, la France qui dit soutenir le comité de transition, mais par la même occasion dit ne pas soutenir une transition monarchique. Comment ça s'explique? Non, mais il faut que les Africains arrêtent de rêver. Il faut que les Africains arrêtent de rêver. Un gouvernement, économiquement, nous parlons de la loi de Walras. La loi de Walras te dit quoi? La loi de Walras en économie te dit que les autorités ou le gouvernement d'un pays sont nommés pour accroître le bien-être des gens de ce pays. Donc, le gouvernement français est nommé pour augmenter et accroître le bien-être de ceux qui ont la nationalité française. Donc, ils mettront en œuvre tout ce qu'il faut, partout dans le monde, pas seulement en France, pour accroître le bien-être, n'est-ce pas, des Français. Et il est clairement établi que le Sahel, la zone couverte par le Tchad, est une zone très riche en or, en pétrole et que sais-je encore. Et nous savons tous que aujourd'hui, plein de vidéos et de choses circulent sur la double mission. Je ne voudrais pas revenir pour dire que c'est la mission principale, mais que la mission de certaines forces françaises dans le secteur est aussi de protéger des intérêts comme Areva, de protéger, etc. Donc, leur mission, pour moi, n'est pas une mission de défendre de la démocratie, de défendre le peuple tchadien. C'est au peuple tchadien de se défendre lui-même. La France est là purement dans son rôle gouvernemental régalien. C'est-à-dire, on vient et on se dit, comment est-ce qu'on fait pour continuer à protéger les intérêts qui vont servir à améliorer la vie des citoyens français. Quelle lecture faites-vous, docteur Bangali c'est le contraire qui aurait étonné, hein, parce qu'il n'y a jamais eu de changement de régime
au Tchad sans que la France, d'une façon ou d'une autre, soit impliquée. Depuis le premier président jusqu'à ce jeune président, tous les changements qu'il y a eu, la France a été toujours impliquée et il s'agissait toujours des changements dans les contrats d'exploitation voilà, pétroliers. Ça a commencé avec François Tombalbaye, qui était le premier président et qui, à un moment, a voulu, disons, réviser les thèmes des contrats d'exploitation des premiers puits de pétrole qui ont été découverts. Eh bien, il a été lui-même renversé par Félix Maloum et lui également, dans les mêmes conditions, avec bien sûr le soutien de l'armée française, a été lui également renversé par Goukouni Ouédaï, qui, à son tour, a pensé qu'en allant chercher le soutien de Kadhafi, il pouvait s'appuyer sur Kadhafi pour se libérer du giron français. Eh bien, non seulement il a eu sur son dos la France, mais en plus les États-Unis, puisqu'à cette époque-là, Kadhafi, c'était vraiment la bête noire des Américains. Donc les deux ensemble se sont mis ensemble, ils ont renversé Goukouni Ouédaï et ils ont placé Hissène Habré. Et la même chose, les mêmes motifs ont rattrapé Hissène Habré. Quand il est arrivé au bout d'un certain moment, il a commencé à se rapprocher des Américains parce que le but, chaque fois au Tchad, pour les présidents qui sont tous tombés, c'était à un moment, il voulait se libérer de cette emprise française. Il n'a pas pu le faire, encore une fois. Il y a eu une rébellion qui a été montée par Idriss Déby. Et pendant qu'il y avait affrontement entre l'armée d'Hissène Habré et la rébellion de Déby, Déby a reçu un passeport diplomatique burkinabé et il est allé à Amsterdam rencontrer des émissaires de la France et c'est là-bas qu'ils ont tissé le pacte de parrainage dont aujourd'hui son fils bénéficie. Donc ils sont conscients que les précédents ont fait certaines erreurs. Ils ont voulu à un moment couper les relations avec la France. Ils ont vu ce que ça a coûté en 2000. On se rappelle encore en 2008. En 2008, la rébellion menée par les jumeaux Erdimi, les neveux d'Idriss Déby, qui sont arrivés jusqu'aux portes du palais. Il a fallu l'intervention de la France. Aujourd'hui, la France ne le reconnaît pas, mais pour sauver un peu les meubles. Très souvent donc, la France, il n'y a pas de changement au Tchad. C'est la France. Mais nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous ne sommes pas responsables aussi de cette situation? Parce que c'est bien facile d'accuser chaque fois la France. Non, mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Parce que si ce n'est pas la France, comme je le dis souvent, ça serait les États-Unis. Si ce n'est pas les États-Unis, ça serait la Chine. Aujourd'hui, on apprend que la Chine plante du cacao chez elle. On apprend que la Chine a commencé à produire de la tchéké. On apprend que la Chine a commencé à produire les machines pour fabriquer la tchéké et est en train de vendre cela à travers le monde entier. Les États n'ont que des intérêts. Il faut que les Africains le comprennent. Il faut que les Africains le comprennent. Et que c'est à nous de nous mobiliser. Et pour ça, il faut une nouvelle mentalité. Je ne veux pas parler de nouvelle génération, mais une nouvelle mentalité de l'Africain. Mais également, il faut l'unité. D'accord. Parce que nous sommes des micro-États. Cette nouvelle mentalité doit aller avec l'unité, sinon on n'y arrivera pas. Alors, docteur Bangali, dites-moi, est-ce une fiction de croire qu'en l'absence de Déby, le CMT, le Conseil militaire de transition, peut être le rempart contre l'expansion islamiste dans le Sahel? Non, du tout. Ce n'est pas une fiction parce qu'aujourd'hui, c'est le même système qui est en place. C'est vrai que Idriss est décédé. Mais Mahamat reprend la même armée, ce sont les mêmes hommes sur lesquels il s'appuie, c'est le même parrainage, c'est le même matériel en termes de logistique militaire. Et donc, à partir du moment où pas grand-chose n'a changé, on estime que le rôle que le Tchad jouait dans le Sahel en tant que gendarme du Sahel, ce même rôle continuera d'être joué. Et donc, il n'y a pas de raison que les choses changent. Alors, là où on a, disons, eu une certaine crainte, c'est le fait que la rébellion du FACT s'éternise à l'intérieur des frontières du Tchad. Cela avait commencé à provoquer une situation où le Tchad s'est retrouvé obligé de demander le rapatriement de ses troupes qui étaient prédisposées au Burkina, également au Mali. Parce que quand le territoire tchadien est en péril, il est évident que, disons, la sécurité du Tchad passe avant la sécurité du Sahel. Donc, le Tchad a ordonné le repli de son armée. Mais aujourd'hui, aux dernières nouvelles, cette rébellion-là est pratiquement, je dirais, en déroute. Et donc, il est clair que les Tchadiens vont reprendre leur position et ça sera un plus dans le dispositif du G5 Sahel dont ils sont la première force. D'accord. Docteur Maté, votre point de vue sur la question, est-ce que le CMT peut assurer, justement comme Déby, la sécurité dans le Grand Sahel? Non.
Non, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas pour la simple raison qu'on a eu un homme fort. On a eu un homme fort et aujourd'hui, c'est vrai que tout le système Déby est en place, mais aujourd'hui, Déby était, il faut l'avouer, que Déby était le ciment, était cet homme fort qui tenait les choses en règle. Et on a vu comment il a soumis, il a mis au pas son cousin qui voulait se présenter, dont la mère est décédée dans l'attaque du domicile de ce dernier. Et on a vu également comment il a mené de maître un certain nombre de choses. Et donc, ça sera difficile aujourd'hui pour le CMT de pouvoir rapidement avoir cette force, cette emprise. Mais s'ils ont le soutien de la France, s'ils ont le soutien de la France, ils peuvent le faire. Et ce qui va leur donner le temps de se construire. Parce que j'ai lu le discours, j'ai écouté le discours de Mahaman, et il parlait de reprendre la Constitution, on ne sait pas pourquoi, parce que déjà, celle qui est là, il ne la respectait pas, de reprendre la Constitution. Il parlait de garder le CMT, mais d'avoir un CNT, un Conseil national de transition, qui sera juste consultatif avec des civils. Et il parlait également de faire les élections, mais il n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé des autres en disant les autres membres du CMT n'auront pas le droit de se présenter, etc. Donc, on se retrouve dans une situation où on a affaire, où l'homme fort, qui, avec ses réseaux, et qui ne s'était pas préparé à mourir, donc qui n'avait pas nécessairement transité ou transféré la relève, tous les secrets et tout, etc. Aujourd'hui, certains disent même qu'on ne sait pas où certains de ses comptes et tout sont. Donc, il ne s'était pas préparé. Et lui, on le propulse et il se retrouve fragilisé parce que toute la relève n'a pas été faite. Et ensuite, même avec l'appui de la France, on se pose des questions, puisque on voit le fact qui a de la bête au poil. Oui, mais déjà dans le nord, dans l'ouest du pays, les combats, certes, continuent, mais aux dernières nouvelles, le CNT aurait pris le dessus sur le fact. Donc, on peut dire que l'appui de la France... Non, mais c'est-à-dire que quand j'entends des nouvelles comme ça, pour moi... C'est clair qu'ils ont reçu de l'aide. Je ne vais pas prononcer le nom de la France dans ce cas précis. C'est qu'ils ont reçu de l'aide et il fallait donner un signal fort qu'ils ont la maîtrise. D'accord. Alors, nous sommes à la dernière question sur le Tchad pour passer au sujet prochain. L'Union africaine est arrivée à N'Djamena dans l'optique de faire respecter le retour à l'ordre constitutionnel et la démocratie. Que peut bien l'Union africaine dans cette situation? Est-ce qu'elle aura vraiment un impact? Je vais vous donner le truc. C'est combien encore? Non, parce que, écoutez, l'Union africaine, les gens, on est arrivé à faire voter à l'Union africaine. On est arrivé à faire voter à l'Union africaine qu'il ne doit pas y avoir accession au pouvoir par un coup d'État. Ce qui a été fait au Tchad, c'est un coup d'État. Et le coup d'État, c'est quoi? C'est quand on ne respecte pas l'ordre constitutionnel. Et l'ordre constitutionnel n'a pas été respecté. Il n'y a pas eu un seul mot, ne serait-ce qu'un seul mot. Il n'y en a pas eu. Qu'est-ce que c'est ce mutisme de l'Union africaine? Parce qu'une puissance européenne, vous ne voulez pas qu'on pointe du doigt la France, mais en fait, ce sont les faits. Donc, on ne peut pas analyser la réalité sans les faits, les événements. Donc, moi, je suis historien, il faut rester collé aux faits. Mais il faut avoir les preuves aussi des Oui, mais justement, la preuve, c'est que Emmanuel Macron est allé à N'Djamena et il a dit qu'il ne laissera personne s'en prendre, déstabiliser le Tchad, s'en prendre au régime. Donc, il se pose en parrain, en protecteur. Mais quel rapport avec l'Union africaine? Alors, oui, justement, le rapport, c'est que l'Union africaine est financée dans son budget en grande partie par l'Union européenne et les pays occidentaux. Et donc, quand une puissance occidentale européenne prend une position claire qui est contradictoire avec les normes et les tests de l'Union africaine, soit elle se mue dans le silence ou elle fait semblant d'apaiser la situation. Ils ne sont pas venus s'impliquer dans l'affaire pour condamner le régime parce que la France avait déjà émis un avis contraire, mais ils sont venus plutôt en médiateur. On n'a pas besoin de médiateurs. Les tests ont été violés. Il faut égrener le chapelet des sanctions qui vont avec, que cela entraîne. Mais je pense que au lieu de cela, ils n'ont pas eu le courage de le faire. Parce que justement, la France avait émis un avis contraire et ne peuvent pas aller contre la France. On a vu la même situation pendant les bombardements de la Libye.
Alors, lorsque l'OTAN s'apprêtait à lancer les bombardements, l'Union africaine a voulu envoyer des émissaires à Tripoli rencontrer Kadhafi et puis voir comment est-ce qu'il pouvait créer un dialogue entre lui et puis les rebelles de Benghazi. Alors, à l'époque, le président français s'était opposé à cela. Et ils n'ont même pas pu décoller parce que, selon ce qu'on a appris, il a même appelé certains présidents pour leur dire, si vous décollez, je vais faire abattre l'avion. Et donc, tout de suite, ils sont rentrés chez eux et puis ils ont passé à autre chose, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas que l'Union africaine voilà, dans la politique internationale en Afrique. D'accord, il faut aussi rappeler qu'au Tchad, il y a quelques heures seulement, le Conseil militaire de transition vient de mettre sur pied un gouvernement avec l'entrée de grosses têtes de l'opposition dans ce gouvernement. On attend donc de voir wait and see pour la suite au Tchad. Alors, deuxième sujet, amis téléspectateurs, 3 mois à la tête d'une nation, ça se juge. L'administration Biden a totalisé 100 jours à la Maison-Blanche. Quel bilan faire de la gouvernance de Biden en 100 jours à la tête des États-Unis? On en parle juste après cette vidéo. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden n'a pas perdu de temps. Réintégration de l'accord de Paris, arrêt de la construction du mur à la frontière, il a rapidement annulé des politiques phares de Donald Trump. Mais le nouveau président s'est surtout concentré sur un enjeu clé, la lutte contre la pandémie. Les vaccins développés sous l'administration précédente ont été administrés à une vitesse accélérée. Un énorme plan de relance économique de 2000 milliards de dollars a rapidement été adopté. Et donc là, ils veulent faire des réformes assez vite pour pouvoir justement avoir un bilan dès 2022. À moins de 2 ans des élections de mi-mandat, cet expert constate que les démocrates agissent rapidement. Certaines réformes exigées par les membres les plus progressistes du parti, comme l'effacement des dettes étudiantes, ne se sont toujours pas concrétisées, mais avec plusieurs chantiers sociaux en cours et un plan en infrastructure qui met l'accent sur la lutte contre les changements climatiques, le 46e président a de quoi satisfaire au sein de sa formation politique. Voilà, Joe Biden à la tête donc des États-Unis, 100 jours, n'est-ce pas, on va dire peut-être précoce pour apporter un jugement sur un système de gouvernance, surtout quand on hérite du pouvoir dans une situation comme celle de la Covid-19. Non, Franck, 100 jours, c'est la tradition. Dans tous les pays, on mesure toujours 100 jours. À se dire que 100 jours, ça vous fait 3 mois, 10 jours, c'est symbolique. Donc, c'est la tradition de se dire, vous avez eu 100 jours, qu'est-ce que vous avez fait? D'accord. 100 jours, c'est bon? Oui, c'est une tradition en termes de communication parce que chaque gouvernement, de façon spontanée, organise un bilan médiatisé après 100 jours. Mais en plus, cela encore d'autant plus important qu'on est dans une situation d'urgence. Donc, en situation d'urgence, voilà, disons, gouvernance d'urgence. D'accord. Alors, nous allons décrypter ces 100 jours sur 3 sujets, la violence policière, l'économie et la Covid-19. Commençons donc par la violence policière. Joe Biden arrive au pouvoir après la mort de George Floyd, d'Eric Chauvin, son bourreau jugé et déclaré coupable. Quelles sont, selon vous, en 3 mois, les grandes actions menées par l'administration Joe Biden vis-à-vis de ces violences policières à base raciste aux États-Unis? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il faudrait noter qu'il y a eu plusieurs incidents encore sur cette période. On a vu comment, par exemple, un noir a été tué récemment par des policiers. On a vu encore comment un militaire en uniforme, un militaire noir en uniforme a été tasé par des policiers alors qu'il était en uniforme, tout montrait. Et on l'a fait sortir, on l'a humilié. Et cela a été filmé. Et il n'y a pas eu de sanction. Donc je pense, moi je classe le problème policier et le problème des armes comme les 2 problèmes que Biden, par rapport à l'establishment US, qu'il aura des problèmes à pouvoir résoudre assez rapidement. Docteur Bangali. Oui, sur la question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est encore dans les discours et un peu moins dans les actes. Mais je suis quand même assez, je dirais, satisfait de la façon dont le président Biden aborde le problème. Parce que je me rappelle ici, sur ce même plateau, lorsqu'il y avait eu la polémique de la situation de George Floyd, j'avais dénoncé le fait qu'on avait affaire à un racisme institutionnel qui était niché au cœur de la police et de la justice. Et dernièrement, le président Joe Biden a qualifié ce racisme-là de racisme systémique. Donc déjà, il met les bons mots sur le problème. Parce que jusque-là, on considérait que ce racisme-là, ce sont des abus, des bavures
qui sont arrivés de façon ponctuelle et que ça n'illustre pas la situation générale aux États-Unis. Voici un nouveau président qui arrive, qui a le courage de dire qu'il s'agit d'un racisme systémique, donc un racisme qui est généré par le système administratif américain. Et il a même ajouté le fait que ce racisme coûte cher aux États-Unis, non seulement en argent, mais en termes d'image. Alors, dans le même discours, il a aussi été lucide en reconnaissant que puisqu'il s'agit des questions de mentalité, le changement allait être un peu long et que ça allait faire l'objet d'un processus. Et donc, on attend de voir la suite en termes de mesures concrètes. Alors, sur la relance économique aussi, Joe Biden était très attendu. Au 45e jour de son mandat, Biden avait revendiqué son premier grand succès avec l'adoption au Sénat d'un plan de relance économique estimé à 1 900 milliards de dollars. Docteur Maté, vous êtes économiste. Quel regard faites-vous aujourd'hui? Quelle analyse faites-vous de la situation économique aux États-Unis après 3 mois de gouvernance de Biden? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, l'économie américaine est en train de reprendre du vent à la poupe. Et éventuellement, les conditions, c'est relié aux conditions également de la Covid. Il y a plusieurs États qui ont commencé à réduire les mesures restrictives par rapport à la Covid, ce qui permet de relancer l'économie américaine. En parlant du plan de relance, il faut savoir que le plan de relance initial, Trump avait déjà initié un plan de relance, ok? Et le plan de relance initial que les démocrates avaient voulu soutenir tournait autour de 3 000 milliards, et ce qui avait été rejeté par les républicains. Parce que le plan de relance, le problème de la discussion des plans de relance était lié aux sources de financement du plan de relance. Parce que le problème, c'est que quand vous mettez 1 900 ou 2 000 milliards sur la table, où est-ce que vous les prenez? Il a parlé d'augmenter la taxation des entreprises. Voilà ce qui se passe. Parce que ces 1 900 milliards, ils vont aller prendre ça en augmentant les taxes et en augmentant, n'est-ce pas, la fiscalité au niveau des entreprises. Ça va grincer les dents? Et ça va grincer les dents et ça va réduire le business. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais ça, c'est la tradition aux États-Unis. C'est la tradition aux États-Unis que quand les démocrates arrivent au pouvoir, et ils sont un peu les socialistes, ils n'aiment pas entendre ce bruit aux États-Unis des socialistes, mais ils sont un peu comme les socialistes. On parle des démocrates socialistes. Bon, ils augmentent les dépenses sociales du moins, et ils augmentent les impôts. Et quand les républicains vont revenir, ils vont réduire les impôts, ils vont réduire les dépenses sociales. Quelle lecture faites-vous Bon, je pense que pour ajouter quand même un complément par rapport à cette histoire de taxes, c'est qu'ils ont précisé, il me semble, que les entreprises qui sont concernées par la taxation, ce sont les grosses entreprises et les grosses fortunes. Donc on est dans un système où on essaie de proposer un visage humain à la doctrine néolibérale parce qu'on prend avec ceux qui en ont en abondance pour subventionner, protéger ceux qui sont les plus vulnérables. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec la réinjection des capitaux, je dirais dans les petites entreprises qui sont à la base de l'échelle, qui la plupart du temps font de la sous-traitance ou encore sont en début d'exercice, ça va ramener le dynamisme parce que ce sont les petites mains qui font tourner la machine américaine. Et puis bon, au-delà de cela, les États-Unis aujourd'hui reviennent, comme l'a dit le docteur Maté, à la normalité. Parce que c'est une industrie qui est en grande partie focalisée sur le consumérisme, donc la consommation. Il faudrait que les gens puissent sortir, ils aillent au cinéma, qu'ils puissent vraiment... Tout est c'est une économie de la mobilité. Donc si les gens restent à la maison, ils réduisent les divertissements. Il y a bien sûr des grosses plateformes qui vont en profiter. Et c'est pourquoi, justement, c'est eux qui sont concernés par la taxation. Il y a des entreprises qui ont profité de la situation sanitaire. Donc, ils vont mettre la main à la poche. On espère qu'avec le retour à la normalité, tout le monde va profiter également du dynamisme. Alors, quel regard faites-vous? Parce que, qu'on le veuille ou pas, le point commun entre Biden et Trump, c'est bien le désamour avec la Chine. Aujourd'hui, quel regard portez-vous après 3 mois entre Chinois et Américains sous la gouvernance de Vous l'avez dit, Joe Biden aujourd'hui reprend, en tout cas dans les relations avec la Chine, le manteau de Trump. C'est bien rare. Alors, il est allé même jusqu'à qualifier le président Xi Jinping de personne en qui il n'y a aucune once de démocratie. C'est une façon de dire de façon diplomatique que tu es un dictateur dans l'âme. Et donc, ce discours moraliste, guerrier des Américains, qui, on le rappelle aussi, a dit à Trump dans un échange par visioconférence qu'il était un tueur
Donc, on ne s'attendait pas de ça venant de lui. On s'est dit que... Parce qu'il a aussi qualifié de tueur le président russe. Oui, justement, c'est de lui que je parlais, Poutine. Okay. Et donc, on avait de lui l'image de quelqu'un. D'ailleurs, Donald Trump, pour le chahuter, l'appelait Joe l'endormi. Donc, on avait de lui cette image de quelqu'un qui est un peu... Il avait la parole rare. Et même quand il parlait, il faisait tellement de bourdes que finalement, il s'est réfugié dans son silence. Mais là, on se rend compte qu'il revient en première ligne. Il présente le visage de cette Amérique offensive, guerrière. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans les relations internationales, nous sommes dans une période intermédiaire. Nous sommes dans une période où il y a une nouvelle puissance qui émerge, qui est en pleine lutte de renversement de l'ancienne puissance qui était les États-Unis. Et donc, il y a une bataille absolument de clarification qu'ils ne peuvent pas éviter. Ils sont obligés tous les deux d'aller à l'affrontement en espérant qu'on sortira le plus tôt possible avec un vainqueur. Parce que tant qu'ils seront en affrontement, il y aura une situation d'instabilité internationale. C'est vrai qu'on n'est plus dans l'opposition frontale de la guerre froide pour qu'on sorte des missiles, mais il y a toujours cette crainte que ça dégénère, qu'il y ait des contaminations. Docteur Maté, quelle analyse faites-vous des relations Amérique-États-Unis-Chine sous Biden, 3 mois après sa gouvernance? Ben écoutez, sur ce point précis, je pense que je vais dans le même sens que mon collègue Bangali, docteur Bangali. Il faut comprendre une chose aux États-Unis. Il faut comprendre une chose aux États-Unis. Les États-Unis, parfois, il y a cette théorie de deep state. La théorie de deep state aux États-Unis, c'est qu'il y a un État dans l'État. Ça voudrait dire qu'il y a des fondamentaux sur lesquels, quel que soit le régime, les États-Unis ne changeront pas. La politique envers l'Iran, la politique envers la Chine, la politique envers la Russie. Peut-être il y aura des mots, mais fondamentalement, dans les actes, ils ont une attitude bien tracée. Votre point de vue sur la gestion de la crise avec Biden? La crise sanitaire, la Covid. Mais écoutez, moi, les gens ont félicité Biden et je dis, mais pourquoi vous le félicitez? On devait appeler Trump pour le féliciter, au fait. Parce que ce que les gens oublient, bon, c'est vrai, l'administration me dira c'est une continuité, mais il faut reconnaître ceci à Trump. C'est vrai que Trump a une attitude, comme toujours, challengeant, marginal, mais il faut reconnaître qu'il a mis les fonds où il faut pour la recherche. Il faut reconnaître que c'est lui qui a débloqué à ce que l'armée américaine soit impliquée dans le déploiement de la vaccination. Et c'est ça qui a permis véritablement de pouvoir arriver à ces résultats. Biden, dans ces 100 jours, ce n'est pas dans ces 100 jours que des décisions ont été prises par rapport au déploiement, par rapport au financement avec l'Allemagne, etc. Donc, ce sont des choses qui ont été réalisées au niveau de l'ère Trump. Il y a un soubassement. Oui, et il n'a fait que propulser cela. Oui, absolument, je suis entièrement d'accord parce qu'il y a eu un organisateur de tout cela et puis il y a eu un exécutant. L'organisateur, ça a été Donald Trump. Il a réussi une prouesse logistique. Aujourd'hui, on le voit en Europe, pour vacciner certains pays, je ne vais pas citer de pays, mais certains pays, pour vacciner moins de 80 millions de la population, ils ont étalé le déploiement de la vaccination sur pratiquement 6 mois. Et voici qu'avec le dispositif logistique que met en place Donald Trump, en l'espace seulement de 3 mois, on a vacciné 210 millions de personnes. C'est absolument inédit. C'est vraiment inédit. Donc vous devez ce succès à Donald Trump. Qui a organisé notamment cela avant que ça ne soit exécuté sous son C'est bien dit. Dernier sujet, amis téléspectateurs, nous revenons en Afrique, précisément au Malawi. La haute juridiction du pays a déclaré la peine de mort inconstitutionnelle et a ordonné la relaxation de la sentence de tous les condamnés susceptibles d'être exécutés. Nombreux pays dans le monde appliquent la peine capitale dans leur législation. Que dit justement la Bible sur la question de la peine capitale? On en parle juste après. La peine de mort jugée inconstitutionnelle au Malawi. Depuis le 28 avril 2021, la haute juridiction du pays a interdit la peine de mort et ordonné le réexamen de la sentence de tous les condamnés susceptibles d'être exécutés. Selon les médias locaux, la peine capitale est depuis longtemps obligatoire au Malawi pour les prisonniers reconnus coupables de meurtre ou de trahison et facultative pour le viol. Les auteurs de vols avec violence, les cambriolages et défractions peuvent également être passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité.
Après la décision des juges de la Cour suprême, le châtiment est de fait aboli dans le pays. Les experts de la question révèlent qu'aucune exécution n'a toutefois eu lieu depuis que le premier président démocratiquement élu du pays, Bakili Moulouzi, s'est opposé à la sanction lors de son entrée en fonction en 1994. Selon Amnesty International, la dernière exécution d'une vingtaine de prisonniers dans le pays remonte à 1992. L'abolition de la peine capitale par les juges malawites fait du pays le 22e État d'Afrique subsaharienne à abolir la peine de mort. Voilà, dernier sujet donc, la prise de décision de retirer de la constitution du pays la peine capitale a-t-elle été influencée par, on va dire, la foi chrétienne du président pasteur Lazarus Chakwera? Absolument, en partie, parce qu'il faut comprendre la conduite ou encore l'orientation des affaires de l'État comme, disons, un champ qui est influencé par le profil de celui qui est le chef de cet État. Donc, quand vous allez prendre un pays comme la Corée du Nord, qui est un pays assez militariste, qui est un pays assez, je dirais, actif en termes de menaces, alors c'est la personnalité de son président qui est transférée aux institutions. Donc, dans la décision qui est prise, il y a aussi une partie de la personnalité du pasteur de vocation, donc quelqu'un qui prend soin des âmes et des vies et qui estime que, en plus au niveau international, nous sommes dans une période qu'on appelle l'apogée des droits de l'homme. Donc on ne peut pas être dans des siècles de l'apogée des droits de l'homme et puis continuer d'exécuter des gens sans leur donner une seconde chance. On estime que la Constitution protège des droits et le premier des droits, c'est le droit à la vie. Et donc, on ne peut pas, en même temps qu'on a une constitution qui pose dans son préambule le principe des droits à la vie, on ne peut pas aller exécuter quelqu'un alors qu'il y a un système, justement, le système des prisons, c'est un système, comme le dit le nom souvent, maison de correction. Pour la réinsertion sociale. Voilà, pour la réinsertion sociale. Même si ça ne marche pas toujours, parce que finalement, les prisons sont devenues comme des universités du grand banditisme. Quand on entre là-bas, on sort pire. Finalement, ça ne fonctionne pas. Il faut plutôt réformer les prisons et puis en faire véritablement voilà, un mécanisme de transformation. Docteur Maté, cette décision est influencée par la position chrétienne du président Lazarus Chakwera? Ben, écoutez, Franck, il a mal lu sa Bible, au fait. D'accord. Il est complètement à côté de la plaque. Expliquez-vous. Bon, c'est-à-dire que la Bible recommande fortement la peine de mort. OK? D'accord. Et souvent, les gens ne comprennent pas la différence entre l'individuel et l'autorité. Ça veut dire quoi? Et c'est ce que en économie, nous appelons le paradoxe du macro. C'est-à-dire que ce qui est bon pour l'individu n'est pas bon quand il s'agit du groupe, ou inversement. Qu'est-ce qui se passe ici? Dieu dit individuellement, toi l'individu, Franck, tu ne peux pas tuer, tu ne tueras point. Mais l'autorité, le gouvernement, le roi est le représentant de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'on a dit tu respecteras l'autorité. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, tout ce qui fait allégation à Dieu, il donne ces mêmes allégations à l'autorité, au roi ou au gouvernement. C'est ce même Dieu qui a dit à Abraham, tue ton fils. C'est ce même Dieu qui a dit, je suis l'Éternel des armées, allez-y, décapitez-les. C'est ce même Dieu. Et il donne ce pouvoir au roi, aux autorités. Et surtout, c'est économique, Franck. Parce que, vous savez combien ça coûte les prisons? On doit donner à manger à des violeurs en série. Mais non! Il faut prendre cet argent pour créer de l'entrepreneuriat. D'accord. C'est votre point de vue? Je ne partage pas parce qu'il a cité, et Dieu merci, là, il a cité des références de l'Ancien Testament. Tu ne tueras point aussi. Justement, tu ne tueras point. Aujourd'hui, quand on vient dans le Nouveau Testament, il y a également le passage de Jean 8, verset 7, cette femme adultère-là, où on devait appliquer justement une des normes posées dans l'Ancien Testament, où quand on a été convaincu d'adultère, il fallait qu'on te lapide jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a enlevé ce droit-là aux hommes. Il a repris ce droit-là. Ça lui revient lui seul parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu des abus. Je prends le cas, par exemple, aux États-Unis. Depuis 1973, ils ont exécuté 1500 personnes. Il se trouve qu'après exécution, on a découvert que dans ces 1500-là, il y a 182 qui étaient des innocents. Parce qu'avec l'évolution, justement, des enquêtes par analyse ADN, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qu'on a exécutés, mais qui, en fait, étaient des innocents.
Et ça déjà, lorsque le Seigneur arrive sur la terre, Jésus-Christ, il se rend compte de ce que cette prérogative de pouvoir ôter la vie qui était une prérogative de Dieu et qu'il avait délégué aux autorités à en faire autre chose. Donc, à partir de ce moment-là, il enlève automatiquement cette prérogative aux hommes. Donc, non seulement tu ne peux pas ôter ta propre vie, ça a été ça le fond, la question de fond avec l'euthanasie, mais en plus de ça, en plus que tu ne peux pas ôter ta propre vie, tu ne peux pas aussi ôter la vie de ton semblable. Ce droit-là revient aujourd'hui à Dieu, et à Dieu seul. 10% d'erreur. Si mon collègue me dit sur 1500, il y a eu 182 erreurs. Même quand ce sont des erreurs, ce sont quand même des âmes qui sont tuées. Comment on ramène à la vie les 182 personnes? Non, mais le Seigneur sait qu'ils sont innocents. Mais ils ont libéré de la place quand même. Non, c'est pas possible. Alors, j'aimerais savoir, n'est-ce pas là une justice à double vitesse? Certains délits sont passibles de peine de mort pendant que d'autres ne le sont pas, alors que la Bible dit dans le livre de Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Alors pourquoi catégoriser justement ces délits? Donc je pense que la mort dont la Bible parle, c'est la mort éternelle, parce que c'est la mort en termes de séparation d'avec Dieu. Voilà, parce que déjà quand tu pêches quel que soit le péché sur la terre ici, s'il y a un péché non suivi de repentance, il y a une séparation en termes de communion avec Dieu sur la terre. Et si cette séparation demeure parce que tu continues de vivre dans le péché et que tu meurs, la Bible dit qu'à la résurrection, il y en a qui vont ressusciter pour la félicité éternelle, et puis il y en a qui vont ressusciter pour la honte et la condamnation éternelle. Donc, la mort dont parle la Bible, c'est plutôt la mort, je vais dire, de l'âme, la séparation d'avec Dieu. D'accord. Docteur Maté, même point de vue, on passe à la question suivante. Faut-il craindre, avec cette loi, le retrait donc, de la peine capitale, d'une éventuelle augmentation des crimes au Malawi? Mais bien sûr! Bien sûr, c'est ce qui se passe, parce que le gars, le criminel, il sait qu'on ne va pas le tuer. Il sait qu'il va dans un hôtel où il est nourri aux frais du contribuable, où il boit aux frais du contribuable. Et généralement même, on parle de droits de l'homme dans les prisons, il faut qu'il ait accès chaque mois à sa femme et tout, etc. Mais on va dans un système où la punition n'a plus de motivation. Et je pense que c'est dommage, il faut rétablir la peine de mort. Je pense que la criminalité va continuer d'augmenter, mais pas pour cette raison. Parce que la criminalité est liée au péché, en fait. Et donc, notre monde n'a pas réglé le problème du péché. Même si vous voulez tuer les gens par jour, en fait, c'est quelque chose, la corruption de la nature humaine, quelque chose qui dépasse les hommes eux-mêmes. Donc, tant qu'on n'a pas réglé le problème du péché, quel que soit même si on... Écoutez, il y a certains pays où on exécute les gens publiquement, en tout cas quelques années en arrière. Mais en même temps, chaque jour, on exécutait des personnes parce que ça ne réglait pas le problème de la criminalité. Donc aujourd'hui, il y a un travail en termes d'évangélisation de notre monde qui a fait. Je salue au passage toutes ces structures, ces associations chrétiennes qui travaillent dans les prisons auprès des prisonniers. Je ne vais pas les citer, mais au-delà de ce qu'ils font, c'est une autre façon de résoudre le problème, je veux dire, de la criminalité qu'ils proposent. Si le système carcéral, son système ne fonctionne pas, ils apportent l'évangile de transformation. Et quand souvent on voit des prisonniers qui sortent, qui sont véritablement transformés, qui se réinsèrent dans la vie publique, qui très souvent même retournent en prison pour rendre témoignage aux prisonniers. Il y a le cas, par exemple, de l'évangéliste français célèbre Yanis Gauthier, qui était un ancien prisonnier, qui aujourd'hui s'appuie sur son expérience parce qu'il a rencontré véritablement le Seigneur. Donc nous croyons que le monde a sa solution au péché, c'est de mettre les gens dans un coin qu'ils appellent la prison. Mais le problème, c'est qu'ils rencontrent là-bas encore des criminels pires que eux, donc ils ressortent encore plus mauvais. Et puis, il y a la solution de l'Église, c'est d'apporter l'Évangile qui transforme véritablement les gens. Voilà, et puis ça règle le problème, pour de bon. Merci, cher consultant. Docteur Maté, merci. Docteur Bangali, merci surtout pour votre disponibilité pour le plateau de e-décryptage. Ici, donc, s'arrête cette émission. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Merci infiniment. On se retrouve dans 15 jours. Shalom, Dieu vous bénisse.